Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Et c'est une invitation au voyage que je vous fais aujourd'hui entre Orient et Occident à travers une femme franco-suisse libanaise dont la vie riche et rayonnante n'a de sens que si elle est mise au service des autres, dans la joie et toujours avec bienveillance. Un vrai rayon de soleil. Pédiatre, humanitaire, écrivain, gastronome, Noah Baz nous transmet à chaque seconde le goût de la vie et du bonheur malgré les difficultés et les épreuves. C'est une battante qui nous emporte aujourd'hui avec elle dans une énergie bien contagieuse. Bonjour Noah Baz. Bonjour Sophie. Merci de me recevoir. Mais écoutez, merci à vous d'être venue me chercher et de me proposer ce podcast. On va ouvrir la fenêtre avec vous aujourd'hui. Alors sur plusieurs horizons. Oui, il y en a plusieurs à ouvrir. Mais qu'est-ce que vous aimeriez ouvrir aujourd'hui comme fenêtre, ce matin particulièrement? Ce matin, avec le gris qu'il y a sur Paris, moi je commencerai par le soleil. Aussi le soleil? Je commencerai par le soleil. Un ciel bleu? Oui, parce que la lumière de Beyrouth me manque beaucoup quand je suis à Paris. Cette lumière d'Orient, le jour se lève chez nous beaucoup plus tôt qu'ici. Donc, moi, j'ai l'habitude de me lever avec déjà un ciel bleu. Évidemment, pas toute l'année, mais nous avons la chance d'avoir un pays qui a 300 jours au moins par an ensoleillé. Donc, je me lève avec cette lumière magnifique. Nous habitons, on a un jardin, donc il y a les gazouillis, il y a les arômes de fleurs et du soleil. Et j'ai envie de parler de soleil. Voilà. Le soleil, et puis on parlera évidemment des petits soleils. Oui, oui, forcément. On laisse un petit peu la surprise. Noah Baz, on l'a compris, vous parlez de Beyrouth, vous êtes libanaise. Oui. Franco-libanaise. Suisse. Par ma mère. Ma mère était suisse et j'ai été élevée dans 2 cultures, allez, je vais dire 3 cultures, quoique la culture suisse soit quand même, comme elle était de Genève, c'est la culture romande. Qui est quand même, qui a une identité bien propre à elle. Mais bon, c'est proche de la France, donc voilà. Et c'est une richesse. Ah oui, extraordinaire. Cette diversité culturelle. Oui, j'ai mis du temps à le comprendre, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est bon, j'ai accepté et j'adore. Mais quand j'étais enfant, c'était assez encombrant tout ça. C'était encombrant d'avoir plusieurs repères différents, dans des pays différents. Très souvent, vous savez, il y a une sorte d'ambivalence permanente, c'est-à-dire j'écoutais l'arabe à la maison, mais nous étions élevés dans le français. Tous nos livres, nos repères étaient français, francophones. Et dans La Nuit de la Pista, je l'ai raconté, il y a un chapitre que j'ai appelé Jour de France. Un de vos livres que vous avez écrit. Oui, un des livres que j'ai écrit. Et Jour de France, pourquoi? Parce que le jeudi, c'était le courrier qui arrivait de France et qui arrivait dans cette petite librairie que j'aimais beaucoup, où j'ai fait la connaissance de Bob et Bobette, du Club des 5, voilà, mes premières lectures. Et donc, Jour de France, parce que ma mère, c'était comme si on lui donnait un deuxième souffle, quoi. Elle avait ses revues qui arrivaient, ses repères qui sont devenus les nôtres, le elle qui était là, elle était rassurée. Et donc, pour moi, c'était un moment très fort, Jour de France. Les vieilles dames de Faisan, c'était mon quotidien. Mais ce qui était un peu troublant, c'est que mes cousins, par exemple, et puis les voisins, et puis les petits copains qui venaient pour le thé, ne connaissaient rien à ce monde-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'était un petit peu troublant, mais en même temps hyper enrichissant. Enrichissant à un moment donné aussi, on a tendance à, opposer les cultures, surtout culture de l'Occident, culture de l'Orient. Opposer, mes parents faisaient en sorte de les rendre complémentaires. C'est-à-dire, nous écoutions Mozart. Mon père était fou de musique classique, ma mère un peu moins, ça l'a déprimée, ça lui donnait le cafard, comme elle disait. C'est un mot que j'ai appris à connaître très tôt. Et faire la différence entre les petits cafards de la rue et puis avoir le cafard et tout ça. Non, elle n'était pas très fan de musique classique, elle adorait la lecture, mais mon père était fou de musique. Et alors, très souvent, il disait, ça va vous travailler l'oreille. Il nous mettait la musique orientale, le oud,
qui était d'une mélodie extraordinaire. Et puis il enchaînait avec Papageno et la flûte enchantée. Donc, si vous voulez, moi j'ai très vite appris à mettre en parallèle les deux mondes et à les apprécier comme ils sont. Et je trouve que c'est fabuleux. Parce qu'après, j'ai fait 12 ans de danse classique, du piano, il fallait faire tout ça et tout. Et j'ai adoré tout ça. Et sans parler l'arabe jusque-là, donc j'ai été élevée dans le français. À 10 ans, quand nous sommes arrivés à Beyrouth, j'étais un petit peu plus jeune. J'étais vers 7 ans et demi. Je suis arrivée au Liban, parce que mon père avait pris la décision de quitter la Syrie. Avec tous les étiez à Alep? Oui, je suis née à Alep, oui. Je suis née à Alep, mes parents, ça faisait 8 ans qu'ils attendaient un enfant qui ne venait pas, et puis voilà, mon père dit l'oracle, l'ouragan est arrivé, je suis née un vendredi 13, et je dois mon prénom à la fille de Anwar el-Sadat, parce que, bon, mon père était ingénieur, entrepreneur, et puis il a bâti beaucoup de choses au Moyen-Orient, notamment le barrage d'Assouan. On lui avait demandé, avec une société française et une société suisse. Et comme il connaissait très bien Anwar et Jihan et Sadat, Jihan avait sa maman qui était anglaise, donc aussi des repères un petit peu, voilà. Et ils avaient 4 ans, et ils avaient eu un fils, et puis donc Noah. Et mon père disait, cette fille est incroyable. Et il me disait, c'est en la voyant que j'ai voulu t'appeler comme ça. Parce qu'après, il y avait toujours une dualité, c'est-à-dire la famille de ma mère disait, mais pourquoi tu ne leur donnes pas des noms français, puisqu'ils sont élevés dans le français. Et lui disait, mais l'arabe va faire un jour partie de leurs racines aussi, et donc c'est important qu'elle le porte. Et j'ai appris à porter ce prénom. Même si à Necker, on m'appelle souvent Yannick Noah. Alors, vous voyez, alors j'ai appris à jongler comme ça, et j'explique que Noah, ça veut dire c'est le tout début du jour. Comme je suis l'aînée, j'étais l'aînée, le tout début du jour, pour lui... Il y a ce côté oriental. Voilà, hein. Il disait, c'est le début du jour, donc voilà, tu apprendras à le porter, le soleil se lève, voilà, vous avez tout compris. Donc voilà, j'ai envie de commencer par le soleil, parce que le soleil est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée toujours. Je le perçois comme quelque chose de bienveillant. On dit de vous que vous êtes solaire. Oui, je l'ai beaucoup et entendu. Joyeuse, on l'entend évidemment dans votre voix, parce que cette richesse culturelle, c'est ces racines aussi que vous portez en vous, et puis ce que vous déployez autour de vous. On va parler cuisine. Ouais. Vous avez cité Necker. Oui. Alors, on n'a pas précisé encore dans ce podcast que vous êtes pédiatre. Oui, c'est mon premier métier. Enfin, c'est mon métier. Après, la gastronomie est quelque chose qui m'a toujours habité. J'ai toujours eu une passion pour la cuisine depuis que je suis enfant. J'ai été élevée dans une maison où on faisait tout. Depuis la confiture, tout était fait à la maison. La notion de restaurant était presque taboue. On invitait chez soi quand on voulait faire cas de quelqu'un et quand on voulait l'honorer, on l'invitait à la maison. C'était exclu de l'emmener au restaurant. C'était pas fait. Enfin, voilà, j'ai été élevée comme ça. Et donc... l'hospitalité. Plus que l'hospitalité. Faire cas de quelqu'un, c'est, vous savez, cette phrase de Brillat-Savarin qui dit « Vous êtes responsable du bonheur de quelqu'un tant qu'il est sous votre toit ». C'était exactement comme ça que j'ai été élevée. C'est-à-dire, nous avions énormément d'Européens qui défilaient à la maison. Nous habitions déjà à côté du consul de France. Donc, chaque fois qu'il y avait une délégation officielle, ils venaient à la maison parce que c'était spacieux. La maison aujourd'hui a été réquisitionnée par le parti Baas, il faut que je le dise. C'est devenu la maison officielle du parti. C'était une maison un peu comme ce que vous voyez, je vais dire du côté du Ranelagh, sur 2 étages, comme style un petit hôtel particulier avec un jardin autour. Et donc les gens venaient très très souvent à la maison. Les réceptions faisaient donc l'art de recevoir nous bercer à l'étage. Était familier déjà chez vous. Oui, bien sûr. Bien sûr, et puis il y avait un rituel. Je me souviens d'une phrase depuis que je suis enfant. Tout le monde se sert, vous vous assurez que tout le monde est servi avant de penser à regarder la table. Ça, j'ai été élevée comme ça. C'est-à-dire que je dois m'assurer, même enfant, que tout le monde était servi et ensuite on avait le droit de se servir. Donc voilà, ça c'est une tradition, peut-être un petit peu orientale, qu'on retrouve, n'est-ce pas, en Orient. Recevoir l'autre, l'honorer, c'était important. Alors évidemment, après Alep, et c'est une ville qui est sur la route de la soie, c'est un carrefour où se croisent énormément de marchands d'épices, de soie, voilà. Et donc moi j'ai été élevée un peu et baignée dans ces épices. Je n'avais pas le droit d'aller dans les souks d'Alep parce qu'enfant, non, tout arrivait à la maison. Mais j'avais un grand-père extraordinaire, Léon, qui m'emmenait avec lui partout où il allait, dès que mes parents étaient en voyage.
Alors j'allais voir comment on faisait les fèves pour le petit déjeuner, chose d'habitude qui était livrée à la maison avec le pain chaud, mais il me disait viens voir, je vais t'emmener avec moi. En fait, il retrouvait 2 amis à lui, Henri Seyrig, le papa de Delphine Seyrig, voilà pourquoi ma fille s'appelle Delphine, et qui était archéologue, et un autre ami à lui, Édouard. Et il prenait un café avec eux. Il était très heureux parce que c'était pas loin de la maison de son enfance, qui était au début des souks d'Alep, dans le quartier chrétien, comme il l'appelle. Et donc j'allais avec lui. Et puis je sentais ces odeurs de fèves qui se préparaient, de pois chiches qui étaient cuits toute la nuit, les odeurs de cumin, l'huile d'olive chaude. Un éveil des saveurs et des voilà. sens. Et quand vous avez 5 ans, vous n'oubliez jamais. Le pain chaud du four d'en face qui arrivait, toutes ces effluves avec le soleil et puis les bruits du souk qui arrivaient, avec les cliquetis des petites charrettes et puis les cris des marchands surtout qui trouvent une chanson pour chaque produit. Noa Baz, est-ce que c'est une époque révolue ? On le sait, Alep, comme toute la série, est tragiquement marquée par la guerre et les Alepins essayent de s'en sortir tant bien que mal. Beyrouth, évidemment. Ah oui. On n'a pas évoqué le 4 août. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Alors je dirais déjà pas... la guerre du Liban et puis ce qui s'est passé le 4 août. Est-ce que cette époque est révolue ? Je pense pas. Parce que les traditions restent et tiennent tête à la guerre. Je le dis tout le temps. Les guerres peuvent tout détruire, sauf la mémoire et sauf les souvenirs. La preuve, c'est que j'ai vécu l'exil d'Alep. J'ai gardé tous les souvenirs et les goûts d'Alep, j'en ai fait un livre. Je perpétue la tradition à travers des recettes qui sont devenues celles de mes enfants aujourd'hui, de mes filles, de mes gendres qui adorent manger, de mes petits-enfants. Et moi, si vous voulez, avec un métier scientifique et mon étiquette de médecin scientifique, machin, les gens étaient très étonnés de me voir m'intéresser à la cuisine. Et quand je leur expliquais que médecin, c'est d'abord faire attention au bien-être de l'autre. Et le bien-être passe par l'assiette, par ce que vous mangez. Et vous savez, en arabe, c'est marrant, le mot vient de l'espagnol. Et après, quand on reprend l'histoire, vous savez qu'il y a eu la conquête arabe au 7e siècle. Ils ont été en Espagne. Quand vous dites une ordonnance en arabe, c'est recetta. Une recette. Voilà. Donc la boucle est bouclée. On soigne aussi bien comme médecin que par la cuisine. Par la nourriture, exactement. Et j'ai été élevée dans une famille justement où il y a énormément de traditions comme ça. Où quand un enfant toussait, on lui donnait une tisane avec des fleurs, de la rose, de la guimauve, et on mettait une figue sèche au fond de la tasse parce que le sucre de la figue, c'est un mucilage naturel et donc c'est très adoucissant. Voilà. Il y avait une recette pour chaque chose. La cannelle était chez nous à la maison, mais déifiée, je vais dire. La cannelle, il y avait... c'est vrai qu'elle a énormément de vertus. C'est une épice qui est très riche en vitamine C. C'est un antioxydant naturel. C'est un régulateur du sucre. Moi, je l'ai appris parce qu'aujourd'hui, tous les diabétiques, on leur dit prenez de la cannelle. C'est une façon de réguler les taux de sucre 3 fois par jour de façon agréable et naturelle. Voilà. Donc voilà, je suis acquise à tout ça. Noa, que vous avez à cœur justement à travers tous vos ouvrages. C'est ce qu'on dit de retracer ces traditions. La transmission, c'est important. Famille. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Nous, on transporte nos goûts dans nos bagages. On passe notre temps à transporter nos pays dans nos valises, en fait. Moi, je n'ai connu que ça, en fait. Depuis que je suis enfant, les valises. Et qu'est-ce qu'on met dans nos valises ? La musique, les goûts, avant tout. Avant tout, ce sont les goûts. Donc le za'atar, d'où j'ai écrit sur le za'atar, les certaines épices pour la cuisine de tous les jours, les traditions liées au jus de grenade. J'ai un livre qui sort bientôt sur la grenade aux éditions de l'Épure avec Sabine Buquet, qui est une femme que j'adore, une éditrice d'une intelligence et d'une authenticité incroyable. Et la grenade faisait partie de mon quotidien. Le chapitre d'introduction du livre raconte comment enfant, les maisons de poupées, on les mettait sous les grenadiers, puis les petits soldats de plomb de mon frère et tout ça. Et ça fait tellement partie de notre quotidien. Alep vivait des saisons, de la saisonnalité, c'est-à-dire on attendait les roses de mai, on attendait les coings de septembre, nous attendions les noix vertes du mois de juillet pour les transformer en confiture. Toute l'année était rythmée par les goûts finalement.
Et peut-être que, parce que je suis très gourmande, c'est quelque chose qui m'a aidée à acquérir tout ça et à l'absorber et puis à le retransmettre. Et donc, avoir cette passion de la transmission. Ah oui. Passionnée et passionnante, parce qu'on vous entend, on est parti en voyage déjà. Oh, vous êtes mignonne. Vous nous avez ouvert les fenêtres sur l'Orient, sur Alep, sur Beyrouth. Mais parce que vous savez, ce sont des images forcément liées à des parfums et des couleurs. L'Orient ne se conçoit que comme ça. C'est-à-dire, vous baignez dans les... Aujourd'hui, quand, par exemple, j'ai créé le prix littéraire gastronomique Ziryab, qui récompense chaque année, bon, cette année, ça va être en 2021, parce qu'à cause de la crise sanitaire et tout, qui récompense un ouvrage francophone parlant de gastronomie. Et chaque année, dans le cadre du Salon du livre francophone, qui est organisé par l'Institut français et l'ambassade de France, on me donne un stand assez énorme pour le goût. Parce que j'invite chaque année des personnes qui représentent le goût. Beaucoup de personnes sont venues, beaucoup de grands chefs, Anne-Sophie Pic, Arnaud Bachelin, Luana Belmondo. On a créé une sorte de, je vais dire, de cocon, de communauté gastronomique. Alors j'ai pu relier les personnes les unes aux autres. Et quand je les emmenais dans les souks de Saïda, par exemple, la plongée dans les saveurs du souk, ils en ressortaient, mais sonnés. C'est pas seulement une question, la mer était à 2 pas, on entendait le roulis des vagues, on entendait la mer, et en même temps, on était baignés dans tout ce qu'il y a de plus ancestral. Vous savez que le sucre est arrivé de la culture arabe. Il a conquis la Sicile, la Sardaigne, l'Espagne, qui auparavant, l'Europe se contentait du miel. Alors, j'ai se contenter, moi j'adore le miel, je préfère le miel au sucre. Mais si vous voulez, la culture de ce sucré, de ce sirop de sucre parfumé à la fleur d'oranger, à l'eau de rose, tout ça, c'est un peu le XVIIe siècle arabe avec tout ce qu'il y a comme splendeur. Et à travers cette cuisine, à travers tous ces aliments, ces saveurs, ce sont les histoires, les tristesses, les chagrins, les conflits, les joies. Oui, bien sûr. Les familles. Tout, et vous savez, on dit en Orient que tout se crée et se dilue autour d'une table. Les conflits les plus durs se dénouent autour d'une table. Les amitiés les plus fortes se nouent autour d'une table. Au Liban, plein de contrats étaient signés autour d'un mésé. Et partager le pain et le sel, c'est une phrase qui se dit quand on est ami avec quelqu'un, on a partagé le pain et le sel avec lui. Voilà. C'est beau. Ouais, écoutez, c'est le reflet en tout cas d'une culture. Ça, c'est sûr. Alors, ces soleils que vous portez, Noa Baz, ils se sont aussi transmis à travers votre profession et puis votre mission de pédiatre, puisque pour vous, c'est une véritable mission auprès des enfants. Oui, si vous voulez, c'est un engagement. Moi, j'ai choisi mon métier parce que je disais à mon père, et à mes parents surtout, enfin ma mère était moins concernée par le côté, elle était surtout inquiète de la longueur de mes études de médecine. Et j'ai choisi médecine parce que je voulais un métier qui soit utile et qui rende heureux beaucoup de gens. Alors, mon père, qui était très ironique et n'aimait pas beaucoup les médecins, et il me disait, le plus loin on se porte d'eux et le mieux on est. C'était un duel, parce que lui, il rêvait que je reprenne un peu ses affaires et que je fasse HEC ou une école d'ingénierie pour lui faire plaisir. Vous savez, le système éducatif au Liban fait qu'à la fin des études, vous passez plusieurs concours pour entrer à différentes universités. Alors, vous passez un concours si vous voulez rentrer à l'école supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, le ZIB, un concours pour entrer à la faculté française de médecine, qui est maintenant l'université Saint-Joseph, un autre concours si vous vouliez adhérer à des études de dentisterie. Pour lui faire plaisir, j'ai passé le concours d'ingénierie et je l'ai eu assez bien placé. Bon, dès 5e. Et il faut dire déjà que j'ai terminé l'école très tôt. Donc, c'était aussi pour moi un peu un refuge, l'université. À 16 ans, je n'étais pas prête à attaquer le monde. J'aimais beaucoup les études, j'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup découvrir. Donc, je voulais un métier où on puisse apprendre longtemps. Bon, quoi de mieux que les études de médecine ? 7 ans de médecine, 5 ans de pédiatrie, j'ai étudié pendant 12 ans. Ça laisse encore un peu de temps. Oui, et donc après, j'ai fait la gastronomie. Pour l'apprentissage de la vie. Et voilà. Donc, j'ai passé le concours de l'EZIB, je l'ai eu, et il était en train, à ce moment-là, de construire l'hôpital King Faisal à Riyad. C'était le 16 décembre, je me souviens très bien. Il m'appelle, il devait rentrer pour Noël, nous étions à Beyrouth, et il m'a dit, alors, ce concours, tu l'as eu ? Je lui ai dit, oui, je l'ai eu. Et il m'a dit, et tu as eu celui de médecine ?
Je lui ai dit oui, j'ai eu aussi celui de médecine. Alors il me dit, écoute, je sais que tu veux être médecin, fais ce que tu aimes. Nous vivons, qu'on le veuille ou pas, en Orient, dans une société paternaliste et patriarcale, je veux dire. Et le regard qu'on porte sur une femme, c'était avant tout, les enfants, biberon et faire la cuisine. Lui, non. Pour lui, fille, garçon, c'était exactement la même chose. Et il était pionnier dans ce sens-là, parce que ses amis lui disaient, mais t'es pas fou, ta fille en médecine, mais elle va se marier en 2e année, mais regarde, je sais pas quoi. Et il disait, non, elle fera ce qu'elle voudra. Il avait cette ouverture d'esprit. Ah oui, parce que lui, il avait fait cette fenêtre ouverte sur le monde. Exactement. Il avait une fenêtre ouverte sur le monde et il voulait nous emmener avec lui dans ce monde de culture qu'il a choisi, parce que quand la guerre du Liban a commencé, il venait de quitter la Syrie, où il avait été nommé ministre des Travaux publics, et il ne voulait pas travailler avec le régime politique qui était en place. Il s'est dirigé vers Beyrouth dans un premier temps parce qu'il avait fait ses études à Beyrouth et qu'il était libanais, nous étions libanais. Il était syrien, lui, de naissance, mais nous étions libanais parce que, nés à Alep, mais en Syrie, on ne donne pas la nationalité avant l'âge de 7 ans aux enfants, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas l'âge de raison. Donc il s'est dirigé vers Beyrouth et ensuite vers Paris. Et Genève, parce que pour lui, la culture, c'était la liberté de penser, et il voulait qu'on garde notre liberté de penser, qu'on ne soit pas influencé ni par un régime religieux, ni rien. Il était profondément, enfin comme moi je suis quelqu'un de laïque, profondément laïque, même si je viens d'un pays où tout est fait suivant l'appartenance religieuse, ce que je trouve complètement fou. Décider que cette personne en face de vous est capable d'être Premier ministre parce qu'il appartient à telle religion, moi je trouve ça ridicule. C'est la compétence de quelqu'un. On comprend un petit peu ce qui se passe en Orient et notamment au Liban, c'est ça qui crée des problèmes, mais cette instabilité. Et puis ce régime confessionnel. De régime. Mais oui, c'est un régime confessionnel qui est complètement caduque, qu'il faut changer. Alors, la révolution, la Saoura, comme on a dit, le 17 octobre, qui a commencé, a fait lever un vent d'espoir extraordinaire, parce qu'on s'est dit, ça y est, les jeunes vont essayer de changer, ce que moi, adolescente, j'ai pas pu faire à cause de la guerre, mais dont je rêvais. Moi, j'étais rue Vanneau, quand la guerre a commencé. Est-ce qu'il fallait passer par cette crise qui plombe le Liban et les Libanais? Écoutez, il fallait changer, il faut que les choses changent. Ce n'est plus possible. Regardez le 4 août. Le 4 août qui est la négligence d'un régime qui était là, qui savait qu'il y avait ces produits inflammables. J'étais à Beyrouth le 4 et ce qu'on a vécu est juste complètement fou. Nous étions invités à un mariage. Donc nous sommes sortis de notre cabinet de consultation, Patrick et moi, mon mari est ophtalmologue, je suis pédiatre, donc on s'est dit, on va aller se changer après la consultation. C'était vraiment une toute petite invitation à cause de la crise sanitaire, mais c'était une jeune fille que j'avais soignée depuis qu'elle était enfant, donc j'étais très contente d'assister à son mariage. Et puis il y a eu ce bruit incroyable à exactement 18h07. Nous, on a cru que c'était un tremblement de terre, donc on s'est caché sous la table de la cuisine dans un premier temps. Et puis, la deuxième explosion, non, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus fort que ça. Et puis après, le délire a commencé parce que ça a été quelque chose d'incroyable. Les urgences débordaient de gens. Moi, les familles chroniques que nous suivons, donc avec les petits soleils, ont débarqué au cabinet de consultation. Je passais mon temps à enlever des tessons et à soigner. Mon mari a opéré toute la nuit, des globes oculaires, enfin des choses horribles, des paupières déchiquetées, des personnes complètement déboussolées. Tout ça sur un fond de tableau d'apocalypse, parce que ce qui faisait l'âme de Beyrouth et le cœur, le vieux Beyrouth, avait complètement été parti en fumée en fait. On avait des amis, on n'avait pas de leurs nouvelles. D'autres, j'ai appris qu'ils étaient blessés, décédés à la télé par hasard, ou sur un réseau social, donc j'étais complètement... non, ça a été très dur. En 15 secondes, on a eu les mêmes dégâts qu'en 15 ans de guerre civile. C'est incroyable quand même. C'est ce qui est arrivé à l'esprit des Libanais, des habitants de Beyrouth, ce souvenir de la guerre civile. Alors pour ceux qui l'ont connue, oui, mais pour les jeunes générations, elles n'avaient jamais vu ça. Les personnes qui ont connu la guerre civile, dont je fais partie, parce que moi j'ai tenu à faire mon internat à Beyrouth, et je le raconte dans « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur », qui est mon livre que Alizio, donc les éditions Alizio, m'a demandé d'écrire, Albin Michel, et que j'ai écrit, où je raconte beaucoup de choses. Il n'y a pas honte à préférer le bonheur, c'est la phrase de Camus.
Camus, j'adore, j'ai une adoration pour la littérature française. Et j'ai choisi cette phrase parce que, ayant vécu la guerre, malgré tout, j'ai choisi le bonheur. J'ai choisi de rendre d'autres heureux, j'ai choisi les petits soleils, j'ai choisi le plaisiriable, j'ai choisi la convivialité, la gastronomie, la table. Ça veut dire, Noa Basse, qu'on choisit d'être heureux, qu'on choisit... Je pense que, oui, il y a une part de décision. C'est comme quand on arrête de fumer. On décide d'arrêter de fumer et on se fait aider après. Moi, le bonheur a été une décision. Je crois que, on est doué pour le bonheur en arrivant au monde où on ne l'est pas. Mais j'ai vécu beaucoup de choses à la fois sur le plan personnel. J'ai perdu une sœur, ça a été un choc terrible. Et en même temps, j'ai vécu une guerre terrible. Et j'ai vu des moments incroyables. Je n'étais pas forcément préparée dans le milieu très protégé d'où je venais. Presque privilégié, on peut dire. On dit privilégié, moi je n'ai pas de honte à le dire parce qu'on ne choisit pas sa naissance. Donc ce sont les hasards de la vie. Donc si je suis née dans un milieu privilégié, comme on dit, protégé, je dirais, j'ai choisi d'en faire profiter d'autres, c'est-à-dire d'aider d'autres. Cette naissance, vous ne la choisissez pas. Mais après, si elle peut être utile à ce que d'autres soient heureux, il faut l'utiliser. C'est ça ce que je dis. Et je n'étais pas donc forcément préparée. Le jour de l'assassinat de Bachir et Gemayel, j'étais aux urgences de l'Hôtel-Dieu. J'avais 22 ans. J'étais fiancée. Patrick était en France, il était au 15-20, il faisait son internat. Mes parents étaient en France. Enfin, ça a été de la folie. Mes parents étaient en France. Ils m'ont vue sur France 2 parce que la télé est venue m'interviewer et qu'on me mettait toujours en avant parce que, je parlais le français beaucoup plus facilement que les autres. Et ce que j'ai vu ce jour-là, je crois que c'est l'équivalent d'une vingtaine de vies parce que vous n'êtes pas préparé à l'horreur. La guerre m'avait appris à passer dans les rues où il n'y avait pas de francs-tireurs. La guerre m'avait appris à saisir au vol des moments magique de lever de soleil au bord de la plage à la fin de mes gardes où je prenais la voiture et j'allais retrouver des copains sur la plage, c'était génial. Et je choisissais de vivre à fond ces moments-là. C'est-à-dire que c'est comme si vous engrangiez du bonheur parce que vous saviez qu'il allait avoir un autre round de la guerre qui allait commencer. Et ça, vous y tenez et vous le dites, il faut choisir le bon, le bien, le beau. Oui, pourquoi quand on des garanties, des bouées de sauvetage. Et c'est pas seulement ça, je veux dire, un mot gentil éclaire et ensoleille une journée. Là, je me suis arrêtée 2 secondes. On peut changer une vie. On peut changer une vie, juste la bienveillance. Dire un mot gentil à quelqu'un pour commencer la journée. C'est quand même mieux que d'être grincheux et de dire « Oh, il fait gris, il pleut, oh là là, il y a des grèves. » Bien sûr, chacun a sa façon de regarder la vie. Vous le ressentez, ça, Noa Basse, en France, à Paris particulièrement? Oui. Moi, à Necker, quand j'arrive et le matin, je leur dis « Bon, maintenant, ça suffit, hein, les Parisiens, ça suffit. » Et je fais un café. Et on m'appelle la maman méditerranéenne, c'est pas par hasard, parce que je fais le café, alors leur lavasse là, infecte à la paix, je ne peux pas la boire, donc j'amène mon petit pot, je fais le café à la cardamone, j'amène souvent des petites gourmandises le matin, mais tout le monde, une demi-heure après, est transformé, mais vous le voyez sur leur visage, les gens rient, ils donnent d'eux-mêmes. Je sais qu'on fait un métier très difficile et qu'en plus, à ce moment, avec la crise sanitaire, nous sommes tous avec un double masque et qu'à la fin de la journée, nous sommes tout simplement épuisés. Je dirais, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Mais si chacun met sa petite goutte d'eau, comme le colibri, que j'aime beaucoup l'histoire de Pierre Rabhi, qui raconte l'histoire du colibri qui voulait éteindre un incendie en allant chercher une goutte d'eau, en la versant, et les autres animaux de la forêt qui se moquaient de lui. Il dit, mais je fais ma part. Et moi, je fais ma part. Je trouve que dans un monde où tout est, c'est vrai, difficile, constater que c'est difficile, le dire en boucle, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer les choses. Pour faire avancer les choses, il faut faire les choses différemment. Attirer l'attention sur le beau, sur la convivialité, attirer l'attention sur le bon. Se dire, chouette, alors ce soir, je vais faire une tarte aux mirabelles, par exemple, ou une tarte aux figues. Je sais que ma fille aime ça, je sais que mon petit-fils adore ça. Donc, je fais en sorte de voir le beau. Et c'est ça, en ça, je dis que ça peut être un exercice. Voilà.
décidé d'avoir un petit soleil dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est presque plus qu'un exercice, c'est une philosophie de vie. Oui. C'est un choix à un moment donné de se dire, parce que c'est pas donné à tout le monde. On voit qu'il y a des gens qui refusent presque le bonheur, qui ont peur du bonheur. Oui, parce qu'ils ont été élevés dans l'idée... vous savez, moi aussi, j'ai été élevée dans l'idée pour vivre heureux, vivons cachés, des choses comme ça. Et puis voilà, les religieuses qui me répétaient que nous naissons dans la souffrance. Du coup, j'ai été voir l'accouchement de mes filles, j'ai pas fait de péridurale. Bon, c'était pas traumatisant plus que ça. Mais après, on est élevé dans quelque chose. C'est peut-être ce côté judéo-chrétien qui fait qu'il faut souffrir. Mais où est-ce que c'est écrit qu'il faut souffrir? Moi, mes parents, quand je les ai vus quitter Alep, quitter leurs amis, quitter leur cercle, et rebâtir à Beyrouth, et puis de nouveau rebâtir en France, là où ils étaient heureux, c'était autour d'une table. Et le vin, et mon père qui adorait le vin. Ça veut dire qu'on cherche aussi parfois, souvent, le bonheur et le fait d'être heureux dans les petites choses de la vie, il faut le trouver, le bonheur. On ne le cherche pas forcément là où il faudrait le chercher. Trouver. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes, moi souvent, j'ai des adolescents dans mes patients, qui ont des rêves plus grands qu'eux. C'est très bien d'avoir des rêves. Mais moi, je préfère quelqu'un qui rêve donner le sourire à un enfant plutôt que de s'acheter un sac Chanel. Moi, une gamine de 21 ans qui arrive, parce qu'à Beyrouth, c'est souvent le cas, même ici, je commence à le voir, il faut que la manucure soit comme ça, il faut que le maquillage soit comme ça. Le matin, ma chérie, si tu passes 1h30, c'est normal. Hein. Je ne dis pas que je suis la première à être coquette et à revendiquer ma féminité, mais arrêter l'horizon d'une vie à l'achat du matériel, à l'achat d'une marque ou à la possession d'un produit de consommation, c'est limiter le bonheur à des choses vraiment sordides. Moi, une tasse de thé bien infusée, comme j'aime, là je pense au grand Earl Grey de territoire, qui est ma vitamine matinale. L'idée de ce thé tous les matins me donne envie de me lever. L'idée du gâteau que j'ai eu, d'une rencontre que je vais faire, l'idée je ne sais pas, d'un livre que je vais découvrir, il faut être à l'affût et guetter ces moments. Les joies simples de la vie. Exactement. Un de mes bonheurs préférés, c'est le marché, par exemple. Le marché, aller au marché, parler aux gens, écouter, voir les produits, sentir, toucher, enfin voilà. Je suis très sensuelle, donc ça je le dis. Noa Baz, vous dites que c'est la joie. La joie est la seule maladie que je souhaiterais contagieuse. Absolument, ouais. Le monde où nous vivons manque de joie. Regardez les gens, ça m'a toujours intriguée. D'ailleurs, Olivia de Lamberterie, qui est une crème au chocolat, qui a préfacé votre livre. Voilà, elle a préfacé mon livre. Elle a très bien saisi. Elle le dit à un moment donné, c'est un amour, cette femme. Elle dit, dans un monde où les gens sont souvent attirés pour leur lecture par la violence, par les histoires grises. Et c'est vrai, c'est un phénomène de société. Mais pourquoi ne pas aller vers des choses feel good ? Comment dire, des romans ou des histoires qui vous aident à trouver que la vie a du sens finalement. Moi maintenant, sur Instagram des petits soleils, je mets les petits soleils, le hashtag, et je mets après une belle histoire. Et je mets des histoires positives, même après le 4 août. Si vous regardez, il y a eu beaucoup d'histoires terribles, de gamins qui ont vu la télé exploser et qui c'était pour eux le seul lien avec le monde. On leur a donné une enveloppe, ils ont réacheté une télé. C'est des joies à leur portée. Aujourd'hui, un enfant qui a des difficultés d'apprentissage au Liban, il n'y a pas vraiment d'institution pour ça. Il y a quelques-unes qui coûtent très très cher parce que l'enseignement est privé, et coûte très cher. Il y a un enseignement public, mais bon, qui fait ce qu'il peut. Et quand vous savez que l'horizon d'un enfant peut s'arrêter à une émission de télé et que ce n'est pas... sa seule fenêtre c'est sa seule fenêtre sur le monde. Donc vous vous dites, c'est bien si je peux lui remplacer sa télé. J'ai aidé avec une petite chose. Après, je lui donnerai un bon livre à lire, mais quand il pourra le faire. Il faut, je crois, adapter le monde. Moi, dans mes consultations, je dis souvent aux mamans qui ont tendance à comparer leurs enfants, ou alors leurs enfants avec ceux des autres. Et je leur dis, vous savez, chaque enfant a une clé. Et il faut trouver cette clé. Votre aîné est peut-être comme ça, le Benjamin n'est pas comme ça, mais il a certainement une clé. Et ce qui est passionnant dans les enfants et travailler avec les enfants, c'est trouver cette clé.
Moi, j'adore apprivoiser les enfants. Un bébé qui arrive au monde, pour moi, mais c'est le bonheur. C'est-à-dire, dès qu'il a quelques heures et que je suis là à décortiquer un peu. Alors, évidemment, il ne faut jamais prononcer des mots devant les parents, style ah, ça va être un petit déménageur et tout, parce que ça leur met des idées en tête. Non, non, mais regardez juste cette merveille, ce miracle au quotidien qui arrive au monde et cette fenêtre qui s'ouvre. Cette vie qui commence, c'est Dieu n'a pas désespéré des hommes, hein, je crois. Quand je dis tout le temps cette phrase et je trouve que c'est vrai. Nous, à base, en vous écoutant, on a envie de partager ce bonheur, cette joie. Oui, mais écoutez, vous pouvez le faire. Mais quel est votre secret? J'ai pas... c'est peut-être l'émerveillement, l'enthousiasme. Je suis quelqu'un qui m'émerveille de beaucoup de choses. Très simple. Ça veut dire aussi de garder cette part d'enfance. Ah oui. Cette enfance que vous avez connue aussi avec vos parents, vos grands-parents, votre grand-père, vous en parliez tout à l'heure. Ces saveurs, ces odeurs, ces cultures qui vous ont construite. Certainement, mais qu'est-ce qui fait l'enfance? Cette facilité de s'émerveiller, non? C'est cette possibilité de regarder le monde avec un peu de, je ne vais pas dire naïveté, mais un peu d'innocence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le matin, ce qui m'agace énormément dans les médias, il faut que je le dise, c'est ce catastrophisme. Vous ouvrez n'importe quelle chaîne télé, on dirait que les médias veulent faire du sensationnel. On n'est plus dans l'information, c'est à celui qui veut chercher le scoop, mais le plus scabreux et le plus sordide. Alors, excusez-moi, vous vous levez le matin, il fait gris, vous mettez la télé, il commence toujours par le meurtre, l'explosion, les catastrophes qu'il y a eu. Mais juste, moi, je ne dis pas que, je ne dénigre pas du tout, ils font un métier admirable, c'est pas ce que je veux dire, mais je milite pour qu'il y ait ne serait-ce qu'1% de joie. Pourquoi on rajouterait, pourquoi on ne rajouterait pas un soupçon de gaieté? Juste une histoire, il y en a plein dans le monde, une belle histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là encore, c'est un choix. Ah oui, c'est un choix. Ah oui. D'ouvrir une fenêtre. Vous avez envie de joie, vous avez envie de voir que le monde ne contient pas non plus que des catastrophes. Hein. Il y a de belles histoires dans le monde. Et de se dire, Noah Baz, chaque matin, que tout est possible. Que tout est possible, bien sûr, que tout recommence. Et il faut le dire, et il faut pousser les gens à raisonner comme ça aussi, parce que je pense que c'est contagieux. Voilà. On est contaminé par votre joie. Ah bah écoutez, par votre tant sens mieux. du bonheur. Alors hier, c'est très amusant parce qu'il y a une amie qui m'envoie un lien sur les réseaux, sur Facebook, qui dit ce que votre prénom veut dire dans le bouddhisme. Alors ça me fait toujours rire ces tests, ces trucs-là. J'essaye. Et qu'est-ce que ça dit? Noah, boule de joie. J'ai éclaté de rire. Je me suis dit, Bouddha, si Bouddha le dit, c'est que ça doit être ma foi. La joie. Non, mais écoutez, il faut cultiver la joie. Je sais que c'est pas facile. Et personne. Qui nous aide à avoir foi en l'avenir, parce que c'est pas donné quand même aujourd'hui. Non. Et il n'y a pas aucune vie, et je le dis, qui se passe sans problème, sans des moments durs. Toute vie est marquée par plein de choses. Nous sommes tous marqués par des pertes d'êtres chers, nous sommes marqués par des déceptions énormes, nous sommes marqués par des crises économiques, des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais il faut se dire qu'on peut trouver en soi la force d'aller au-delà, et surtout en faisant cas des autres. L'égoïsme, c'est Isabelle Paccioni qui l'a dit. Isabelle a créé Pur Essentiel, une marque que j'aime beaucoup de phytothérapie et dans laquelle je suis médecin expert. Et Isabelle est quelqu'un également de solaire et qui dit l'égoïsme a tué le monde alors que l'altruisme fait du bien. Bon, elle était en train de lire mon livre, il n'y a pas donc à préférer le bonheur. Et je sais pas, mais bon, ce que je peux dire, c'est que arrêtons de penser le chacun pour soi. C'est tout, quoi. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une grande famille humaine et l'humain, pour moi, doit primer sur tout le reste, sur les ordinateurs. Je vous jure, pourquoi j'ai appelé les petits soleils? Parce que ce petit soleil que vous voyez briller dans les yeux d'un enfant, je n'ai jamais ressenti une joie plus grande. Quand j'arrive à aider un enfant, par exemple, je raconte plusieurs cas dans le livre, notamment une petite qui est née à 9 mois avec un double pied beau. Elle a quitté Alep sous les bombes. Son papa avait un grand, c'est un grand garage de remise sur pied de voitures et tout. Il avait une bonne situation. Ils ont quitté à cause des bombardements. La mère a oublié l'appareil qu'on met, vous savez, pour redresser les... Bon. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Ils sont arrivés à l'association. Nous avons financé
le premier appareil pour redresser un peu les pieds. Et puis, nous avons pris en charge, jusqu'à aujourd'hui, 5 interventions. Aujourd'hui, quand je la vois courir, elle est heureuse, elle sourit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est un des plus grands bonheurs. Ça vaut tout le luxe du monde. J'aime bien aussi les belles choses, mais c'est le plus beau des c'est cadeaux. le plus beau des cadeaux. Elle a un avenir. Elle regarde maintenant, comme les autres, son avenir. Elle peut courir vers son avenir comme les autres, alors qu'elle était condamnée à ne pas marcher. Parce que double pied-beau qui n'est pas opéré tôt, ça ne peut pas marcher. Voilà. La fenêtre qu'il faudrait encore ouvrir, Noa, notamment peut-être pour le Liban. Alors, le Liban, c'est un vaste chantier aujourd'hui. Je vous avoue que le 4 août, il y a eu vraiment un sentiment de fin de monde. Les gens se sont dit, c'est fini, le Liban ne va plus exister. Et puis, il y a eu ce miracle de ces adolescents qui n'ont pas connu la guerre et qui ne rêvaient que d'une chose, quitter, à cause de la crise économique. Et je les ai vus, des patients à moi, retrousser leurs manches, se redresser, prendre des pelles, et aller en disant, les cours, ils ont été rues. nettoyer les rues, les cours, aider les gens, distribuer des aides. Il y en a plein qui sont venus chez moi en volontaire à l'association, nous aider à distribuer les caisses d'aliments et les caisses de première nécessité qu'on avait mis sur pied. Et leur enthousiasme à eux a été également contagieux. Je veux dire, je fais un métier peut-être qui fait que cette candeur de l'enfance, elle est également transmissible. Et donc, moi, ils m'amènent énormément, les enfants. Je leur apporte, certainement, mais ils m'apportent beaucoup aussi. Leur regard, leur façon d'être, leur enthousiasme me portent et m'aident quand c'est difficile. J'oublie tout dans le regard d'un enfant heureux, moi, j'oublie tout. Il y a 2 endroits, la cuisine et mon cabinet de consultation. Ne pas perdre de vue, finalement, cette candeur de... Oui, cette innocence, de l'innocence, l'enfance, ce côté... Ses rêves. Et bien moi, c'est ça ce que j'essaye de faire avec les petits soleils. Il y en a un... Vous savez, ma fille Delphine est très forte pour tout ce qui est audiovisuel. Pour les 10 ans de l'association, elle m'a fait la surprise et j'ai été émue aux larmes d'un film qu'elle a monté entièrement en reprenant des instants que j'avais postés, des photos d'enfants et tout. Elle a fait l'histoire des petits soleils. Et à un moment donné, il y a un enfant qui est sur des béquilles, qui a 10 ans, qui va très bien aujourd'hui. Il était très malade, il était atteint d'une maladie... qui était un peu difficile à soigner parce qu'elle nécessitait beaucoup de moyens et ses parents n'en avaient pas du tout. Nous l'avons aidé pendant 8 ans. Aujourd'hui, il veut être médecin. Et alors, il s'est filmé avec un petit portable et il me dit, je t'ai rencontré un jour, tu m'as aidé, enfin il me dit tous en arabe, il a fait comme un poème, tu m'as aidé, tu as aidé ma famille, tu m'as donné une autre vision du monde et aujourd'hui je vais être médecin comme toi. Et je veux dire, c'est le plus beau cadeau. C'est ça. Voilà. Je me dis que peut-être mon action va montrer qu'une autre voie est possible dans le monde d'aujourd'hui, où on n'arrête pas de dire que tout est bouché, que bon, non. Alors je ne sais pas si c'est l'influence de Disney. Je ne sais pas si c'est l'influence de ce côté. Vous voyez, je regarde des dessins animés tous les matins, moi. Avec mes petits-enfants aujourd'hui, j'adore. Parce que j'adore le monde des dessins animés. Tout finit toujours bien. Vous n'avez pas remarqué ? Ça finit toujours bien. Presque mais toujours. Non, mais regardez les films pour enfants. C'est génial. Des petits films comme ça, où tout est beau, les dessins sont beaux. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans le pays d'Alice, au pays des merveilles, tout le temps. Mais je dis que ça fait du bien aussi. Un peu de joie, un peu de couleur, un peu de positif. Non ? Assurément. Yes. Eh ben voilà, je vous ai convaincu. C'est le bonheur aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a le za'atar. Alors, le za'atar, ça c'est un de mes livres. Un sachet, vous avez un sachet dans la main, Noa. Alors ça, tous les matins, mon père disait que ça ouvrait l'esprit. Nous étions obligés d'en prendre avant d'aller à l'école. Parce qu'il paraît que le sésame, enfin bon, après 12 ans de médecine, j'ai compris qu'il y avait plein de phosphore dans le sésame, plein de vitamine B. Je l'écris dans la préface du livre, donc 10 façons de préparer le za'atar, toujours aux éditions de l'Épure. Et c'est génial. Le goût du za'atar avec un peu d'huile d'olive et du pain chaud. Essayez ce soir chez vous, vous allez voir, c'est le bonheur. C'est un concentré de bonheur. Le za'atar à redécouvrir donc dans un de vos ouvrages. Oui, Noa. 10 façons de le préparer. Et le manouché, qui est notre petit déjeuner au Liban, la manouché, c'est un pain plat, comme un pita. Le pain pita, vous pouvez le refaire chez vous, ici, n'importe où dans le monde. Vous prenez un pain pita, vous diluez une cuillère à soupe du condiment za'atar dans 3 cuillères d'huile d'olive. Vous étalez le mélange sur un pain pita, 3 minutes sous le grill,
et vous ouvrez une fenêtre sur le monde. Voilà, vous oubliez le gris et vous ouvrez une fenêtre sur le soleil. Merci beaucoup Noa pour toutes ces fenêtres ouvertes. Merci Sophie, à vous pour tout, pour cette rencontre. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu? Alors ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Et je vous dis à la semaine prochaine.